Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard. À la une ce soir, qu'est-il arrivé au bébé du couple Yacine? Le nourrisson né le 7 octobre est décédé le 9 dans des conditions troubles à la clinique de la Madeleine. La famille parle d'une mort par asphyxie. Le ministre de la Santé, qui présente ses condoléances aux parents, dit attendre de disposer de toutes les informations pour parler de ce drame. Trafic présumé de passeports diplomatiques impliquant des députés. Yakham Mbaye juge déloyale l'attitude d'Aïssata Tall Sall. Le directeur général du quotidien Le Soleil estime que la ministre des Affaires étrangères n'a pas le droit de se taire dans ce dossier. Une situation inquiétante à la veille de la rentrée des classes. Plusieurs écoles de Rufisque ne disposent pas d'eau courante ni de toilettes. Le service d'hygiène qui a fait le constat demande aux autorités municipales de résoudre le problème au plus vite. Et puis, sommet Afrique-France avec le débat entre Emmanuel Macron et 11 jeunes Africains. L'ex-président de SOS Racisme parle d'une opération de charme du chef d'État français. Fodé Silla estime également que l'Élysée aurait pu convier plus de jeunes Africains. Cet événement tragique survenu à la clinique de la Madeleine hier, le couple Yacine a perdu son bébé de sexe féminin né le 7 octobre, mort par asphyxie selon des informations. Le nouveau-né aurait été mis à la nurserie sous photothérapie. Interpellé sur cette affaire, le ministre de la Santé dit présenter ses condoléances à la famille de la jeune victime. Concernant les circonstances du drame, Abdoulaye Diouf Sarr déclare attendre d'avoir tous les éléments pour se prononcer. Le voici au micro de Thiorombar Ndiaye et Ababacar Camara. Beaucoup de peine, beaucoup de compassion et beaucoup de douleur. J'aimerais effectivement donc présenter toutes mes condoléances aux parents et surtout dire notre peine de voir une situation comme celle-là, mais dans des circonstances comme ça, le ministre de la Santé doit prendre du recul par rapport donc à la question pour laisser qu'il y ait plus de visibilité avant de s'exprimer. J'aimerais véritablement m'en limiter là, compte tenu des circonstances et compte tenu de la délicatesse du sujet. Abdoulaye Diouf Sarr a tenu ses propos lors de sa visite chez le guide des Thiantakoun Serigne Saliou Thioune, en déplacement pour exprimer sa volonté de conquérir la ville de Dakar. Le maire de Yoff avoue beaucoup compter sur les Thiantakoun. Thiorombar Ndiaye, Ababacar Camara. Des Rassaïd pour accueillir le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Abdoulaye Diouf Sarr a rendu visite au Khalif des Thiantakoun, Serigne Saliou Thioune. Ce n'est pas la première fois que le guide des Thiantakoun m'accompagne. Du vivant de son vénéré père, je me souviens, j'ai été le rencontrer chez lui par rapport aux élections locales à Yoff pour lui assurer de ma détermination à intégrer ses préoccupations dans ma politique municipale. Aujourd'hui, il a été question pour moi de rencontrer le guide de Thiantakoun par rapport à la préoccupation de Dakar, ville capitale. Dans sa politique pour la conquête de la capitale, il est important pour Abdoulaye Diouf Sarr de prendre en compte les préoccupations de tous, notamment des jeunes. La rencontre avec le cheikh n'a pas été simplement une rencontre protocolaire. Ça a été aussi une rencontre qui m'a permis d'ébaucher des préoccupations essentielles du projet de ville que je présenterai à l'occasion aux Dakarois. Et dans ce projet de ville, naturellement, la politique de jeunesse sera au cœur. Et fondamentalement, nous avons un pays extrêmement jeune. Et aujourd'hui, le Dakar de demain, c'est le Dakar des jeunes. C'est le Dakar qui sera porté par une vision orientée jeune. Ce sera effectivement un Dakar aussi où la politique sportive, la politique culturelle, la politique d'éducation, la politique de santé, somme toute, tout va être tiré et porté par la jeunesse. Même s'il n'est pas encore investi, Abdoulaye Diouf Sarr continue son opération de charme à Dakar. Avant cette rencontre avec Serigne Saliou Thioune, le maire de Yoff a été reçu à la Médina par des dignitaires de la collectivité Lébou.
Ahmed Aïdara, lui, est candidat à la mairie de Guédiawaye. Le journaliste a fait cette annonce hier samedi à l'occasion de son investiture par le mouvement Guédiawaye La Bok. Il a décliné ses ambitions pour cette ville de la banlieue tout en critiquant la gestion de l'actuel maire. Ahmed Aïdara au micro de Chérif Dia et Amadouba. Je réitère mon engagement ferme à lutter farouchement contre le régime de Aliou Sall. Si ce dernier a eu le cadeau d'être à la tête de notre magistrature locale, c'est parce qu'il dispose du seul mérite d'être le frangin, le petit frère du président de la République Macky Sall. Par ailleurs, comment est-il concevable d'octroyer à un maire les privilèges d'un monarque? Oui, car avec sa gestion nébuleuse, M. Aliou Sall n'a pas tardé à faire de Guédiawaye une ville assez irréaliste. C'est avec toute une motivation et un engagement sans réserve que je tiens à vous dire encore une fois que cet homme, je veux bien nommer Aliou Sall, sera renvoyé de là où il vient pour nous laisser faire de Guédiawaye une ville mère. Je veux, je peux, je le ferai et je l'aurai, Inch'Allah. Vive Guédiawaye, vive le président Malick Gakou, vive Yewwi Askan Wi et vive le Sénégal. Parlons toujours des élections locales de 2022. Le directeur général de Dakar Dem Dikk a renoncé à sa candidature à la mairie de Louga. Oumar Boun Khattab Silla a pris cette décision pour, dit-il, se conformer à la volonté du président Macky Sall. Toutefois, le leader du mouvement Valeurs réaffirme son engagement à travailler pour le développement de sa ville. Le voici au micro de Thierno Fall à Louga. Et je voudrais vous rassurer, en dépit de l'approche de ces joutes électorales auxquelles le mouvement Valeurs, par la voix de son président, n'est pas candidat. Je suis certain que lorsque beaucoup de gens ont entendu parler de distribution de vivres, ils ont fait le lien avec l'approche des élections locales. Que tout le monde se détrompe. C'est le fils d'une localité qui revient vers les siens, leur manifester sa reconnaissance, sa gratitude et sa disponibilité à toujours travailler aux côtés des populations. Je le disais tout à l'heure, dans une semaine exactement, jour pour jour, le mouvement Valeurs a initié une haute cérémonie. Donc ce n'est pas parce que nous ne sommes pas candidats aux élections locales, parce que aussi nous n'avons reçu aucun conseil valable dans ce sens, vu la portée des actions que nous avons eu à mener. Et nous ne voulons pas déstructurer ou tenter un quelconque comportement qui constituerait de la gêne pour la plus haute autorité ou bien la dynamique de politique d'ensemble qu'il a enclenchée. Reparlons à présent du scandale des passeports diplomatiques impliquant des parlementaires. Pour Yakham Mbaye, la ministre des Affaires étrangères doit se prononcer de façon claire. Le directeur général du quotidien Le Soleil, par ailleurs responsable politique à l'APR, soutient qu'Aïssata Tall Sall ne peut pas se cacher derrière le principe de la séparation des pouvoirs. Yakham Mbaye était l'invité de votre émission Face to Face avec Aïssatou Diop Fall. Macky, lépp li ko war mi ngi koy def xam problème fan la. On n'a rien à reprocher au président Macky Sall qui a accompli sa mission. Ce sont ses collaborateurs qui ne font pas leur travail. Dans cette affaire de trafic de passeports diplomatiques, on ne peut pas justifier son silence par la séparation des pouvoirs. C'est un argument fallacieux. Quand on est membre d'un gouvernement, on doit aussi assumer ses responsabilités politiques. Les députés et leurs épouses possèdent des passeports diplomatiques car ils sont des ayants droit depuis que la loi organique a été modifiée. Cela ne concerne pas le président Macky Sall. C'est entre l'Assemblée nationale et le ministère des Affaires étrangères. Donc le chef de ce département ministériel ne peut pas invoquer la séparation des pouvoirs pour fuir ses responsabilités. Parce que cela l'arrange. Il s'agit d'un déficit de défense du président de la République. Quand il y a un problème politique, on doit briser le silence et défendre le président Macky Sall. Le mutisme du ministre des Affaires étrangères est intolérable.
est injustifiable. Rien ne le justifie. Moi, je ne connais pas les tenants et les aboutissants de ce scandale, mais le président Macky Sall a fait son devoir. Seulement, il y a beaucoup de ses collaborateurs à qui il a tout donné en termes de moyens financiers, matériels, moraux, qui ne lui rendent pas la monnaie de la pièce. Tout le monde sait que ce problème dépasse nos frontières. Il ternit l'image du Sénégal sur le plan international. Donc, aucun mutisme n'était tolérable. Il faut situer les responsabilités. Oui, aucun mutisme n'était tolérable. C'est-à-dire qu'il faut situer les responsabilités. Nous vous en parlions tout au début de ce journal. L'état de certaines écoles reste préoccupant à la veille de la rentrée des classes. À Rufisque, des établissements ne disposent pas d'eau, encore moins de toilettes. Une situation que déplore le chef de la sous-brigade de l'hygiène. Mamadou Thiam Faye invite les autorités municipales à réagir le plus tôt possible. Il s'exprimait lors d'une campagne de désinfection organisée dans la commune de Yène. Abdou Diouf Diagne, Armando Bambassamb. Le lancement a été fait au lycée de Yène. La sous-brigade de l'hygiène de Rufisque a ainsi désinfecté toutes les structures scolaires. Major Mamadou Thiam Faye a profité de l'opération pour déplorer le manque d'eau et de toilettes dans certains établissements du département à quelques jours seulement de la rentrée des classes. Il faut quand même nettoyer les classes avant que le chef d'hygiène fasse les opérations. Et nous constatons au niveau du département, ce n'est pas toutes les communes, mais il y a des communes qui n'ont pas il y a des écoles qui n'ont pas de toilettes. Il y a des écoles qui ont des toilettes défectueuses. Et si aujourd'hui on parle de Covid-19 et de mesures barrières, on parle également de lavage des mains. Et on ne peut pas se laver les mains sans l'eau. Et donc moi je demande à toutes les communes, aux autorités municipales, qui n'ont pas d'eau dans les écoles et qui ont des toilettes défectueuses, ils n'ont qu'à régler ce problème d'eau. Parce que ça c'est fondamental. Ce geste des éléments de la sous-brigade de l'hygiène est salué par les autorités municipales. Les enfants pourront donc entamer l'année scolaire avec des risques amoindris. L'ensemble des écoles vont être désinfectées. C'est une journée que nous saluons à sa juste valeur. D'autant plus que nous tendons vers l'ouverture des salles de classe qui est prévue pour le 14 octobre de ce mois. Mais dire que toutes les écoles vont être désinfectées avant que le personnel ne gagne les écoles. Ensuite, avant que les élèves ne viennent aussi pour marquer l'ouverture des classes. Mamadou Thiam Faye a réitéré son appel aux autorités pour un recrutement des agents de service d'hygiène. Avoir de l'eau relève du miracle dans certaines zones du département de Kanel. À cause de la quasi-inexistence du liquide dans le sous-sol, tous les forages réalisés sont inopérationnels. L'OFOR, Office des forages ruraux, à travers la coopération espagnole, a décidé de réagir pour soulager les populations de cette partie du pays. Ali Bandel Nyang à Matam et El Ajli. Situé dans la zone du socle, l'accès à l'eau potable reste toujours une grande équation dans cette partie du département de Kanel. Plus d'une dizaine de forages réalisés durant ces dernières années, mais malheureusement pas une seule goutte d'eau aux grandes dames des populations qui continuent de s'alimenter dans les mares. Après avoir réalisé un forage tout neuf sur les rives du fleuve Sénégal à plus de 10 km, il faut des fonds additionnels pour supporter les conduites d'eau jusqu'à Bondji par exemple. C'est là l'épineux question de cette commune. Tout le monde a entendu des bruits, des bancards, etc. J'étais obligé de le délocaliser, l'amener dans une commune voisine, Moudéri, réaliser un forage qui produit 55 mètres cubes dans les alvéoles du fleuve. Le transfert d'eau jusqu'à Bondji et les villages environnements jusqu'à Kaval, je suis à la recherche d'un financement de 152 millions. Le calvaire continue, il n'y a pas d'autre alternative. Seulement, grâce à la coopération espagnole, plusieurs localités de cette zone devront bientôt être soulagées. Le programme il est très pertinent et je pense que cette zone va avoir un meilleur confort en matière de distribution et d'accès, et notamment la zone dure qui est la zone du socle où nous avions énormément de préoccupations. Et aujourd'hui, nous avons pu trouver une réponse et une réponse crédible
avec l'appui de la coopération espagnole. Nous sommes heureux des échanges qui, je suis sûr, vont permettre de, si vous me permettez l'expression, booster un peu plus le résultat de ce projet. In fine, nous verrons à la fin donc les résultats concrets, mais d'ores et déjà, je suis convaincu que ceci est le début d'un chemin que nous parcourrons ensemble. Se rabattre vers les rives du fleuve Sénégal semble aujourd'hui la seule solution face à la rareté du liquide précieux dans tout le sous-sol de cette zone comprise entre les communes de Bokiladji et de Dembankane. Après le nord, direction le sud, à Sédhiou, malgré les mesures prises pour lutter contre la coupe abusive de bois, le phénomène persiste. En guise de nouvelle approche, la direction régionale des eaux et forêts a décidé de former des chefs de village, des femmes et des jeunes à la préservation des ressources naturelles. Des comités de vigilance ont même été mis sur pied, mais la porosité des frontières n'aide pas du tout. Sédhiou, Bakary Konté, Khalidjamé. La coupe abusive de bois gagne du terrain dans la région de Sédhiou. Pour lutter contre ce phénomène, le service des eaux et forêts, en partenariat avec USAID, Alwili et CRS, ont formé les chefs de village de l'arrondissement de Simbandi-Brassou sur le foncier et la gestion des ressources naturelles. On a formé tous les chefs de village sur le foncier et la gestion des ressources naturelles. On a formé tous les chefs de village de la commune de Banguère et tous les chefs du village de la commune de Simbandi-Brassou, sans compter beaucoup de séances de sensibilisation pour que la population sache que la forêt là, il faut la gérer rationnellement pour les générations futures. Malgré les multiples patrouilles des agents des eaux et forêts, les malfaiteurs continuent de couper des arbres sans permis de coupe. Ici, depuis l'événement de Bofa-Bayot, l'exploitation est fermée. Mais néanmoins, il y a des arbres qui, pendant l'hivernage, beaucoup d'arbres sont tombés. Ces arbres sont recensés, on a remonté l'information au niveau supérieur et ils ont autorisé. C'est seuls ces arbres qu'on peut couper ou on peut avoir des permis. Il y a des vols parfois, des gens qui exploitent clandestinement. Et nous menons des patrouilles souvent pour essayer de barrer ces gens-là, pour essayer de les décourager. Des comités de vigilance et de veille ont été créés pour lutter contre le trafic de bois dans la zone. C'est des problèmes ici dans le village, donc on ne comprend pas. C'est des problèmes de terre, des problèmes de frontières entre les gens. Surtout au niveau de Mabali, qui est là, une forêt où il y a beaucoup de bois là-bas, mais souvent c'est les coupeurs qui passent là-bas. Mais depuis qu'on a formé le comité là, vraiment ça a arrêté. USAID, Alwili et CRS ont formé les chefs de village, les femmes et les jeunes dans la transformation du miel, de l'huile de palme, des noix d'acajou, entre autres, dans la gestion des ressources naturelles. Après près de 20 mois de pandémie dans le pays, des jeunes du CNCR, le Conseil national de concertation des ruraux, font un bilan. Les pertes enregistrées sont énormes, avec notamment des exploitations fermées. Ces jeunes éleveurs et agriculteurs demandent à l'État d'investir dans l'agroécologie. Ils se sont retrouvés à Kaolack, Pambay Diao et Faligay. Les jeunes du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, CNCR, sont fortement impactés par le Covid-19. À cause de cette pandémie, ces jeunes qui s'activent dans l'agropastoral ont subi d'énormes pertes. Le Covid a carrément impacté la jeunesse, surtout la jeunesse rurale. Il y a beaucoup de restrictions, d'où la fermeture des frontières, la réduction des déplacements, la fermeture des marchés hebdomadaires, et que nous avons constaté dans certaines zones, l'activité des jeunes dans le milieu agro-sylvopastoral est carrément réduite ou même tantôt arrêtée dans certaines des exploitations de nos membres. Donc je me dis qu'on est impacté par la mévente de notre production et parce qu'on a assisté dans des zones, surtout dans la zone de Niaï, où on creusait, on enterrait toute la production d'oignons. Avec le manque d'intrants qui a fortement touché les paysans, le Collège des jeunes du CNCR invite l'État à investir dans l'engrais bio. Donc aujourd'hui, nous avons assisté à un manque crucial d'engrais chimiques. Et aussi, il faut rappeler que le consommateur, le client de notre production devient de plus en plus exigeant. Il faut vraiment que l'État rejoigne les agriculteurs sur la nouvelle donne
La nouvelle donne, c'est tendre vers l'agroécologie. Je l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, les fermes intégrées. Donc l'élevage, la pêche, l'agriculture, l'aviculture et bovin, comme vous le savez tous. Le Collège des jeunes du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux présentait le bilan de ces activités. Un bilan jugé satisfaisant. Des centaines de fidèles membres du mouvement Moustarchidine Wal Moustarchidat se sont retrouvés au champ de course de Tivaouane pour une grande opération de nettoiement. Ces disciples de Serigne Moustapha Sy préparent ainsi la célébration du Maoulid prévue le 18 octobre. Cette année encore, des mesures sont prises pour sortir de l'événement avec 0 cas de Covid-19. Le reportage de Gérante Diop et Seyla Tir. Des milliers de talibés tidianes du Daïra Moustarchidine Wal Moustarchidat ont pris d'assaut le champ des courses de Tivaouane tout ce matin afin de rendre propre le lieu où doit se tenir le gamou annuel de Serigne Moustapha Sy Ibn Al-Maktoum. Le grand événement, un rendez-vous annuel où les fidèles Moustarchidines et les sympathisants du Daïratul Moustarchidine Wal Moustarchidat se donnent rendez-vous ici au champ de courses de Tivaouane pour procéder au désherbage et au nettoiement de ce lieu qui va abriter donc la commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prévue cette année, le 18, sous l'égide et la présence effective du responsable moral, Cheikh Seyd Mohamed El Moustapha Sy. Alors cette forte mobilisation, s'il en était encore besoin, dénote et démontre l'attachement de ces fidèles à leur guide. Parce qu'aujourd'hui, c'est une personnalité incontournable ici à Tivaouane, dans la Oumma islamique, de par sa grâce. Vous voyez, les champs de course, c'est 10 hectares. 10 hectares en moins de 2 heures de temps, c'est déjà nettoyé. C'est incroyable. Le sens de responsabilité, Cheikh Tidiane Sarr a fait part de la nécessité de mettre en place une stratégie de veille et d'alerte pour faire face à la pandémie. Oui, on l'a fait l'année dernière en plein contexte de Covid. Cette année aussi, on va sacrifier à la tradition en respectant toutes les mesures. L'amour que nous avons pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut expliquer tout simplement qu'on organise le Maoulid comme on l'avait fait l'année dernière. Dara xewul, cette année aussi on va le faire. Impressionnant, une mobilisation parfaite. Ces Moustarchidines ou Moustarchidat ont compris la dynamique constructive dans laquelle s'est inscrit leur guide religieux Serigne Moustapha Sy. Ils étaient tous contents. Le ndigal a été bien respecté. Merci beaucoup, cher Anta Diop. Vous en avez peut-être entendu parler. Le festival culturel est une initiative dédiée aux femmes. Il s'agit d'une plateforme de formation pour aider des artistes, musiciennes et DJ femmes âgées entre 18 et 40 ans en Afrique de l'Ouest francophone. Culturel va permettre l'éclosion du potentiel ou du talent de ces jeunes femmes. Je vous propose d'écouter les explications de l'initiatrice Fatim 44 avec Ibou Diouf et Amadouba. On veut être devant, c'est comme on dit, on ne demande pas une place, on vient arracher cette place-là, mais on n'est pas venu avec les mains vides. Je suis venu avec des formations en droit voisin, en droit d'auteur, en self-management, en gestion de carrière. Et tout ça, je pense, nous permettra professionnellement de pouvoir gérer notre carrière. J'ai reçu des subventions de la FDCU, Fonds des cultures urbaines, et un aide venant de la SODAV et de l'AMS, Association des métiers de la musique, où moi-même je suis membre. On a vu que toutes ces dernières années-là, on subit beaucoup de violences, particulièrement pas moi. On est artiste, on est là, mais tout le temps, les gens viennent nous voir par rapport à ça. Tous ces 2 ou 3 dernières années-là, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de violences faites aux femmes. C'est pour ça qu'on a remis ce thème-là. Sommet Afrique-France, on aurait pu inviter davantage de jeunes lors du débat avec le président français Emmanuel Macron. Même si les 11 jeunes Africains ont bien fait le travail, Fodé Silla, ex-président de SOS Racisme, pense que même si l'Afrique a des problèmes de démocratie, la France aussi fait face à l'extrême droite. Il rappelle qu'avec l'année électorale en France, ce débat est une opération de charme envers les 7 millions de Français d'origine africaine. Dissa Prera. La jeunesse ne se limite pas uniquement aux blogueurs invités par Emmanuel Macron, même si ces jeunes ont été extrêmement pertinents face au président français. C'est la conviction de Fodé Silla. L'ancien président de SOS Racisme aurait souhaité que l'éventail soit un peu plus élargi. Dans les profils des jeunes qui ont été choisis, même si je loue le dialogue,
mais discuter avec les sociétés civiles africaines, ce n'est pas discuter qu'avec des jeunes blogueurs. Voilà, même s'ils ont été extrêmement pertinents. J'aurais voulu, moi, par exemple, qu'on discute avec un peu plus des jeunes des campagnes africaines, des jeunes aussi qui rencontrent des difficultés, qui sont dans l'économie informelle et qui constituent l'immense majorité des jeunes africains, des jeunes aussi issus de la diaspora qui sont dans des actions de solidarité internationale, ou même des jeunes qui viennent et qui veulent investir et qui n'y arrivent pas, et ne jamais oublier aussi le poids de ceux qui sont entravés à cause des nombreuses discriminations qu'ils subissent en tant que notamment diaspora. Bon, voilà. Certains pays d'Afrique souffrent d'un déficit de démocratie, certes, mais la France aussi a ses problèmes avec la montée en puissance de la xénophobie, pense Fodicilla. Pour autant, l'ambassadeur itinérant estime que cette rencontre est un bon début dans le renouveau des relations entre l'Hexagone et l'Afrique. Donc sinon, c'est pour cela que moi j'ai tenu à réaffirmer aussi le fait qu'on peut juger les pays africains et les manques de démocratie, mais on doit absolument aussi balayer devant notre propre porte. C'est pour ça que j'ai été interpellé sur le fait effectivement qu'il faut aussi, il y a aussi des manquements dans la démocratie dans les pays européens, notamment quand on voit le nombre de partis d'extrême droite. Donc j'ai envie de dire, sur le fond, c'est bien, et sur la forme d'avoir fait ce dialogue avec les jeunes, ne pas réduire l'Afrique, même si c'était pertinent, qu'à des blogueurs, savoir aussi toucher les autres secteurs. Et enfin, comprendre que dans cette période-là, le poids que nous allons représenter en tant que diaspora dans l'élection présidentielle française peut être déterminante. Donner plus de place à la société civile africaine à travers sa jeunesse avec ce débat, mais rappelle-t-il que c'est une année électorale en France et qu'il y a 7 millions de Français d'origine africaine qui potentiellement peuvent être des électeurs. Merci beaucoup Dissa Préra et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur la TFM pour la suite des programmes. Excellente semaine à tous. À très bientôt. Au revoir.